Donc, bienvenue à cette troisième et dernière table ronde de la journée, toujours autour effectivement de la création de valeur et de la collaboration entre la recherche et les entreprises. C'est une table ronde que nous avons intitulée «Comment maximiser l'impact économique de la recherche et renforcer le lien entre les laboratoires et les entreprises». Et donc nous avons la chance d'avoir d'éminents invités parmi nous. Donc pour ma part, je suis Marianne Philippe, je suis partner chez OnePoint et j'aurai la chance de modérer cette table ronde. Et avec une petite info de dernière minute qui est Mustapha Dera s'excuse, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il avait prévu un petit retour d'expérience. Je vais pouvoir me faire le porte-parole de ce retour d'expérience. Mais avant ça, peut-être introduire effectivement cette table ronde. Nous avons la chance d'avoir effectivement parmi nous José Milano, qui est président directeur exécutif d'Omnes Éducation. Merci José, bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Antoine Petit, qui est président directeur général du CNRS. Bienvenue Antoine et merci de participer également à cette table ronde. Et Alain Asquin, vous êtes coordinateur du plan Esprit d'entreprendre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et bienvenue, merci d'être parmi nous. Donc, comme je vous le disais, je vais me faire la porte-parole de Mustapha. Donc, je reprends effectivement mon script qui voulait nous raconter l'histoire d'une PME. L'histoire d'une PME et de sa relation avec la recherche. Donc, c'est en 2015 et j'utiliserai tenterai de personnaliser. Donc, je parle au nom de Mustapha. Donc, en 2015, c'est une PME française qui est située près de Lyon. Un responsable marketing est convaincu que les objets connectés vont changer le marché de la maintenance industrielle. Il se lance d'abord seul, avec l'accord de son patron, et après de multiples rencontres, de clusters, de pôles de compétitivité, de régions, il obtient en 2016, donc un an après, une aide de l'Europe pour réaliser un prototype. Donc il se rapproche en 2017 d'un premier labo, le LAS du CNRS, et de 2 PME, donc ils progressent patiemment pour rencontrer 2 potentiels clients, donc un industriel et une métropole, qui sont d'accord pour expérimenter sa solution. Donc Berger-Levrault rachète cette PME en 2018 et donc cette personne rejoint l'équipe de Mustapha avec son projet et donc ensemble pour produire une offre qui soit commercialement viable. Donc c'est une étape importante puisque pour le top management, c'est synonyme de valeur marchande. Donc, création de valeur. Après avoir consolidé une plateforme, intégré 2 personnes de plus dans ce projet, accueilli 2 stagiaires, accompagné 2 thèses, signé 2 partenariats avec des PME, le PDG de Berger-Levrault, Monsieur Dumurgier, donc Berger-Levrault, je ne l'ai pas précisé, mais qui est un éditeur de logiciels qui accompagne notamment les collectivités territoriales pour la gestion RH et financière, fait confiance à cette équipe en 2022. C'est un projet qui a commencé en 2015, nous sommes désormais en 2022. Il valide donc le plan de prospection commerciale après avoir vu des démonstrations techniques, consulté une ébauche de business plan et une étude très succincte de marché. Donc nous franchissons là une autre étape importante, convaincre de l'existence d'un potentiel business qui soit porteur pour l'entreprise. Au moment où je vous parle, donc il y a aujourd'hui quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires générés, 16 clients, une machine industrielle qui commence tout juste à porter ses fruits. Donc aujourd'hui en 2024. La recherche dans cet exemple a permis de produire des algorithmes de traitement du signal, des IA embarqués et une architecture technologique originale. Donc, au bout de 8 ans. Dans ce récit, on peut ressentir un enchaînement de circonstances, de rencontres, de réalisations, une cascade d'événements qui semblent suivre un processus organisé. Vous l'aurez compris, j'imagine, nous avons été guidés en produisant tout ce qu'un tel projet requiert. Nous avons porté notre attention sur l'évolution technologique, sur les difficultés du transfert des résultats, sur le financement des processus, sur les problématiques juridiques, contrats, propriété intellectuelle, partenariat, sur les difficultés RH, et bien sûr sur toutes les dimensions relatives au business, marché, communication, marketing, retour sur investissement et j'en passe. Donc c'est sûrement l'objet. Donc c'est l'objet effectivement des nombreux échanges qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui avec nos invités dans cette table ronde. Et pourtant, au-delà de ces éléments indispensables, Mustapha voulait insister sur un point, un ingrédient qu'on oublie souvent. Donc quoi qu'on dise, ce processus innovant est aussi fait d'aléas, de circonstances fortuites, d'imprévus propres à la recherche et j'ai envie de dire de chances provoquées.
Et donc, pour répondre à cette question posée, il faut donc beaucoup d'éléments tangibles et mesurables qui demandent de la rigueur, du suivi, de l'engagement dans ce processus, mais aussi prévoir des approches, je crois que ça a été déjà évoqué dans les tables rondes précédentes, qui font aussi place à l'incertitude, qui laissent des marges de manœuvre au hasard, qui soient flexibles et tolérantes aux erreurs, aux changements d'orientation. La Galaxy Startup utilise le mot pivoter. Ce terme casse une réalité que, selon Mustapha, les entreprises établies ont énormément de mal à accepter, cette part de non-déterminisme. Donc voilà pour ce retour d'expérience que souhaitait nous partager Mustapha Derras. J'espère qu'il vous fait réfléchir, qui nous permet finalement de poser le contexte de cette relation entre le monde de la recherche et de l'entreprise dans cette optique de création de valeur, avec sa part d'aléa et la nécessité d'un engagement mutuel au service de l'innovation et surtout de la valeur créée. La finalité dans un écosystème est apportée par la recherche. Donc, il y a des questions posées dans le cadre de cette table ronde qui tournent autour de l'organisation de ce processus, de la création de valeur entre la recherche et l'entreprise. Comment est-ce qu'on le provoque? Comment on le fait émerger des projets? Comment l'animer? Comment maximiser cette valeur créée? D'où provient-elle? Qui la suscite? Quelle juste répartition du point de vue financier, juridique, la propriété intellectuelle et de la position des chercheurs relativement aux entreprises et tant qu'acteurs de cette création de valeur. Donc, merci messieurs d'être parmi nous aujourd'hui. Et je voulais commencer, Antoine Petit, je voulais commencer par vous, poser une question sur, tout le monde connaît le CNRS et son rôle déterminant dans la recherche fondamentale. Nous avons eu la chance dans la table ronde précédente d'accueillir Hervé Vezin qui nous parlait de son cheminement dans la relation avec les entreprises tout à l'heure. Et on connaît votre rôle déterminant sur la recherche fondamentale. Je voulais savoir aujourd'hui comment s'orchestre la relation entre le CNRS et les entreprises. Comment est-ce que vous allez chercher ces entreprises? Dans quel but? Comment les financer? Et comment viennent-elles à vous? C'est bon, c'est vert rouge, c'est très compliqué. Donc effectivement, notre métier au CNRS, c'est de faire la recherche fondamentale. Quand je dis au CNRS, je le dis une fois pour toutes, mais vous savez que le système français de l'organisation de la recherche, il est fait à base d'UMR, d'unités mixtes de recherche. Donc tous nos laboratoires aujourd'hui sont des laboratoires conjoints avec les universités, les écoles, d'autres organismes de recherche. Et excusez-moi si à chaque fois je ne le précise pas. Donc notre métier au CNRS, c'est de faire de la recherche fondamentale. Et donc, quand on dit recherche fondamentale, beaucoup de gens disent « bon, très bien, ça ne m'intéresse pas, c'est les doux chercheurs qui font ça dans leur coin, et quand ils auront envie de s'intéresser aux applications, ils viendront nous voir ». Ça, c'est une grave erreur, parce qu'au fond, la recherche fondamentale, c'est le début de toutes les histoires d'innovation, c'est le début de toutes les histoires de transfert, et on a mis un accent particulier, depuis quelques années, sur ces relations avec l'entreprise via ce qu'on appelle des laboratoires communs, et on va fêter notre 300e laboratoire commun. Qu'est-ce qu'on fait dans ces laboratoires communs? Eh bien, on fait notre métier, la recherche fondamentale, mais on le fait sur des questions qui ont été définies avec le partenaire industriel. Et ça, c'est le point absolument clé, c'est cette phase de dialogue qu'il doit y avoir entre l'industriel et les chercheurs pour comprendre quels sont les besoins de l'industriel et quels sont ceux qui correspondent à des problématiques de recherche. Pour être très concret, quelques exemples. On travaille avec Michelin. On a trop bien travaillé avec Michelin, puisque le cahier des charges, c'était que nos chercheurs et leurs ingénieurs devaient préparer le pneu du futur. Et donc, ils ont fait un pneu biosourcé, absolument formidable. Le problème, c'est qu'il ne s'use pas. Et donc, pour le moment, ça n'a pas été commercialisé. Et même, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'entre ce qui est ressorti de cette collaboration, qui est considérée par Michelin comme un grand succès, et une usine proof of concept, c'est 50 millions d'investissements. Donc il faut être conscient du fait que ce n'est pas parce qu'on travaille avec un laboratoire de recherche qu'on a fait des prototypes que ça en fait un produit commercial. Autre exemple que j'aime beaucoup, on travaille avec Dassault Aviation sur deux aspects. Un aspect facile, c'est l'atténuation du bruit dans les cockpits d'avions d'affaires. Vous me dire, ouais, bon, il faut des matériaux un peu élaborés. Mais ce qui est beaucoup plus rigolo quand vous y réfléchissez, c'est que le bruit qu'on va absorber, c'est une onde, et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à transformer cette onde en énergie. Alors, pas pour faire voler l'avion, évidemment, mais peut-être juste pour un peu d'énergie. Et vous imaginez aussi qu'il n'y a pas que dans l'aviation qu'il y a du bruit,
et que si on est capable de transformer le bruit qu'on absorbe en énergie, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Donc là, c'est deux exemples avec deux grands groupes, mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 300 labos communs qu'on a aujourd'hui, il n'y en a que la moitié avec des grands groupes, l'autre moitié étant avec des ETI, des PME, voire des TPE qui sont sur des niches, et des niches dans lesquelles, pour garder un avantage compétitif par rapport à la concurrence, c'est nécessaire pour elles de garder des liens avec des laboratoires de recherche hyper pointus. Je pense en particulier, c'est un sujet de l'optique spatiale. C'est des miroirs avec des précisions juste hallucinantes où vous mettez quasiment les matériaux atome par atome. Donc voilà quelques exemples de sujets sur lesquels on travaille en commun. Et encore une fois, le point qui est clé, et d'une certaine façon, heureusement, dans un monde qui est très numérique, c'est aussi la relation humaine. C'est le lien qu'il peut y avoir entre l'entreprise et le CNRS, au sens les laboratoires du CNRS, qui nécessite une vraie compréhension. Ça nécessite des échanges et ça nécessite parfois d'avoir le courage de dire à l'industriel, écoute, ton problème, il est sûrement très intéressant pour toi, mais en termes de recherche fondamentale, nous, ce n'est pas notre truc et on ne va pas intervenir là-dessus, ce qui peut créer quelques frustrations de temps en temps. Mais je crois que si on a réussi à s'améliorer, c'est que tout le monde a mieux compris ce qu'on pouvait attendre des autres. Les industriels ont mieux compris ce qu'on peut attendre d'un organisme de recherche comme le CNRS, qui, encore une fois, fait de la recherche fondamentale. Et pour les chercheurs, je pense que Hervé en a parlé tout à l'heure, parce que c'est une de ses formules préférées, que j'aime beaucoup, c'est un problème industriel, c'est potentiellement une jolie question scientifique. Et ça, pour les chercheurs et les chercheuses, c'est clé. Parce qu'un chercheur, une chercheuse, il est mal payé. Donc, la seule chose qui le meut dans la vie, c'est d'avoir affaire à des jolis problèmes scientifiques. Et l'évolution peut-être majeure qu'il y a eu au cours des 30 ou 40 dernières années, c'est qu'on a compris que deux préoccupations industrielles pouvaient naître de jolis projets scientifiques. On ne nous demandait pas d'être prestataire de services. Et si vous avez la chance, finalement, de pouvoir vous intéresser à un joli problème scientifique, et ça qui vous amuse, et en plus, si vous réussissez à apporter des éléments de solution, vous allez avoir un impact sur la société, alors vous êtes le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes. Merci Antoine. Justement, en termes de, peut-être juste une petite précision en termes de financement, comment ça s'orchestre? Qu'est-ce que les entreprises viennent chercher justement? Est-ce que vous venez chercher auprès des entreprises? Elles ne viennent pas chercher d'argent, hein, ça c'est plutôt le contraire. Non, d'abord, on a en fait, je dis 300 labos communs, en fait, on a plein de modèles différents. Le modèle le plus abouti, c'est un bâtiment dans lequel il y a tous les jours, autour de la machine à café, des plateformes, des chercheurs du CNRS et des ingénieurs ou des chercheurs de l'entreprise. On a un exemple comme ça sur le plateau de Saclay, où un laboratoire commun entre l'université Paris-Saclay, Thales et le CNRS, un laboratoire qui a pris l'an dernier le nom d'Albert Fert, prix Nobel de physique il y a quelques années, qui est son concepteur. Et puis, ça peut être des conventions plus fortes. Et donc, selon la modalité, ce que viennent chercher les entreprises, c'est avant tout des talents. Ensuite, le financement, ça peut être ou du financement simplement d'une convention bilatérale, ou la chance quand vous travaillez avec le CNRS, c'est que comme on a un statut d'EPST, nos chercheurs permanents, ils sont déjà payés par vous, le contribuable. Et donc, ce qu'il faut financer, c'est les doctorants, les post-docs. Donc, le coût n'est pas énorme. Ce n'est pas vrai de tous les organismes de recherche français qui ont d'autres statuts. Mais donc, ça peut être un financement simplement où l'industriel finance des tests CIFRE, finance des post-docs. Ça peut être un apport en nature, bien sûr, de la part de l'industriel. Et puis, ça peut être aussi qu'ensemble, on va aller chercher de l'argent auprès de l'ANR. Il y a le programme LabCom de l'ANR, Laboratoire commun de l'ANR, qui ne marche que pour les PME, donc ça ne marche pas pour les grands groupes, où on va ensemble à l'Europe et on a créé un club CNRS Entreprises pour l'Europe. On sait qu'on est plutôt un peu en déficit en termes de retour européen, et donc le fait qu'on y aille ensemble est quelque chose de positif. Donc voilà, donc en fait, il y a plein de modèles différents, et surtout, nous, ce qui nous semble important, même si le CNRS est une grosse maison, et comme toute grosse maison, on n'a peut-être pas toujours l'agilité, la réactivité qu'on voudrait. Néanmoins, on essaye d'être agile et réactif et d'écouter les besoins de l'industriel pour adapter notre offre à sa demande. Et encore une fois, c'est dans cette relation bilatérale que le lien se fait, qui est importante. Et
pour vous donner quelques exemples, les plus gros industriels avec lesquels on travaille, qui sont les gros du CAC 40, que ce soit Total Energy, Stellantis, Thales, j'en ai déjà parlé, ce n'est pas un labo commun, 2 labos communs, c'est une dizaine de labos communs qu'on a à chaque fois sur des sujets différents qui mobilisent des laboratoires académiques de localisations différentes. C'est ça aussi la plus-value qu'on peut avoir au CNRS, c'est qu'on est sur l'ensemble du territoire français et on est capable de dire sur tel sujet, le laboratoire avec les compétences les plus pertinentes pour votre question, il est à tel endroit et le tel endroit n'est pas nécessairement en proximité du siège de l'industriel. Et ça, c'est une vraie plus-value. Et on a même, je finis là-dessus, des laboratoires avec des industriels français à l'étranger. On en a un avec Thales à Singapour, on en a un avec Saint-Gobain au Japon, on en a un avec Naval Group en Australie. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut offrir, entre guillemets, c'est un réseau de relations internationales assez incomparable et de permettre à des industriels qui, évidemment, par nature, connaissent bien le milieu industriel de ces pays, mais probablement moins bien le milieu académique, de créer des liens, notamment quand il y a des grands contrats avec des offsets nécessaires derrière. Merci. José Milano, de votre côté, vous dirigez un grand groupe d'éducation avec aussi des enseignants-chercheurs pour lequel le partenariat avec les industriels dans un monde privé se conçoit évidemment différemment d'un point de vue business et relations avec les entreprises, que ce soit pour la recherche ou pour la formation. Du coup, même question, comment est-ce que vous l'organisez et quelles sont justement, vous, les spécificités que vous mettez en œuvre dans le cadre d'Omnes? Alors nous on est un petit peu en aval de la chaîne, hein. Donc le groupe Omnes Éducation, c'est 40 000 élèves, 80% en France, 25% des étudiants sont dans des écoles, conférences des grandes écoles, y compris une école d'ingénieurs en sciences du numérique, et puis on a des voies professionnalisantes et on essaie d'amener le plus possible, plus loin possible, nos étudiants du BTS jusqu'au doctorat avec nos collègues du public. On s'inscrit dans la complémentarité avec le système public. Pour nous, l'immense défi, c'est d'avoir des offres qui s'adaptent aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est sur le volet formation. Alors, on a des titres et des diplômes reconnus par l'État et on en est très fiers. On continue d'œuvrer là-dedans. On a 350 professeurs permanents, pas tous chercheurs. Le sujet, c'est pour nous d'essayer de faire en sorte que les étudiants s'adapte au monde d'aujourd'hui. Alors, j'ai jamais trouvé de référentiel qui m'explique comment on peut, sur de longues périodes, s'adapter à l'évolution des compétences qui est absolument phénoménale. Et l'IA nous plonge, on va en parler, dans un monde encore différent. Alors, nous, on est sur nos titres et nos diplômes reconnus par l'État dans des matières qui sont le management, les sciences de l'ingénieur, la com, la créativité, les sciences politiques. On a 4 spécificités. Nos étudiants sont exposés à l'international, autant que faire se peut. Il y a quelques difficultés sur certaines modalités pédagogiques. Je pense que c'est important pour nos enfants qu'ils aient cette exposition internationale. Et puis nous, on a un message politique, qui est un message d'ouverture au monde. Et c'est une bonne façon de s'ouvrir au monde que d'aller à l'étranger ou de côtoyer des étrangers. On a 163 nationalités dans nos écoles, côtoyer des gens du monde entier. 2, la RSE, de façon opérationnelle, c'est noté. Donc on a plusieurs milliers d'étudiants qui travaillent avec le groupe SOS, donc la première entreprise d'économie sociale et solidaire en Europe. 3, un portefeuille individuel de formation. Donc on a déjà 8 000 sur 40 000 qui choisissent d'autres disciplines que la leur. Ça, c'est tout à fait fascinant. Alors c'est un bazar organisationnel, je ne passe même pas les détails, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, l'étudiant, on le fait acteur de son engagement dans ses études et donc l'étudiant en marketing ou en finance, il fait de la cybersécurité. Celui de l'école d'ingénieur qui fait de la cybersécurité, il choisit de la géopolitique parce qu'il a bien compris que dans le monde d'aujourd'hui, c'est important. Et le dernier élément, c'est que 20 000 étudiants, à l'heure actuelle, on se parle, apprennent la data, la cyber ou le dev, quelle que soit leur discipline. Vous faites des sciences politiques, vous faites de la data. Pourquoi ? Parce que je considère que on ne se trompe pas en donnant un socle commun, différent selon les matières. Bien sûr, on a 26 modules, donc on adapte. Mais vous voyez, c'est de la personnalisation industrielle. Et on peut le faire parce qu'on a une plateforme de formation qui est tout à fait exceptionnelle, qu'on a acquise, et qui nous permet de faire ça. Et l'idée, c'est que nos 4000 élèves ingénieurs soient formés à l'IA et que les 40 000 l'année prochaine soient formés à la data. Donc, je ne sais pas répondre à la question de quelles sont les compétences dont on a besoin demain et celles dont on a besoin dans les entreprises.
Mais je me dis, par ajustement et par cette approche personnalisée industrielle, on doit essayer, alors on pourrait dire, on est critiqué parfois en disant qu'on est adéquationniste. Bon, c'est assumé. Je pense qu'en tout cas, on trace une voie qui, pour l'instant, donne satisfaction, me semble-t-il, aux étudiants et aux entreprises. Un mot le côté recherche, on travaille beaucoup avec les entreprises. Cette transdisciplinarité, elle fait sens. Donc, comment on la mesure? On est en train de déployer dans chacune de nos écoles une mise à jour à partir des connaissances acquises par l'étudiant et la matérialisation en compétences. Donc ça, il y a des IA qui font ça. Et on met en regard les compétences requises par les entreprises et un certain nombre de métiers. Donc, tout au long de son parcours, l'étudiant peut savoir, en fonction des modules qu'il prend, en fonction des notes qu'il a, en fonction des compétences qu'il a acquises, quel type de métier s'ouvre à lui. Et on n'est qu'au tout début de l'histoire, évidemment, parce que on travaille avec des enseignants-chercheurs pour améliorer le dispositif. Donc ça, je pense que c'est tout à fait important. Et puis l'autre axe, évidemment, c'est d'avoir un Fab Lab. Donc on a aujourd'hui un truc, bon, j'étais le premier surpris, hein, mais on a au mois de mai dernier, des profs avec des étudiants d'école d'ingénieurs ont réussi en LLM à classer un modèle au-dessus de Mistral en open source. Donc c'est un classement très connu, Hugging Face, et puis il y en a un autre, EQ, où on est deuxième en open source. Bon, ça n'a pas duré, ça a été téléchargé des milliers de fois. Je pense que ça, on n'a jamais pu le faire si on n'avait pas eu des profs de qualité, des étudiants de qualité, et puis l'obsession de faire des cas d'usage pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Parce qu'on colle à leurs demandes, et puis on essaie comme ça, de façon assez réactive, et l'IA se prête assez bien à ça, de répondre à leurs besoins, et ça permet de monter en compétence des étudiants avec l'obsession de scaler. Alors, c'est peut-être pas un terme très pédagogique, mais on veut scaler. C'est-à-dire, quand on a une bonne idée, on scale, ce qui ne veut pas dire que 100% de nos étudiants, sauf quand on est convaincu, vont obtenir ces compétences-là, mais dans certains cas, la réponse est oui, et dans d'autres, c'est leur donner des options pour qu'ils construisent leur parcours, accompagnés par, évidemment, le personnel pédagogique. Et comment ça se traduit du côté, justement, des chercheurs? Comment ça se matérialise? Ensuite, cette disciplinarité, cette on prend ceux qui sont dans le mouvement. Je pense que c'est important pour qu'ils en soient un peu les pionniers des collègues. La chance qu'on a, c'est qu'on a à la fois des labos de recherche qui sont ouverts vers l'extérieur, et donc les gens sont très exposés au monde du dehors. Ils ont des séances de regroupement plusieurs fois par an, et donc transdisciplinaires. Donc ils réfléchissent à des sujets. Là, il y a quelques jours, on a fait un point sur l'IA dans l'éducation. Donc on prend des thèmes, et ceux qui sont intéressés viennent et donc participent à ce mouvement. On peut pas, chacun a un projet, enfin ils sont évidemment avec des projets de recherche, ils ont des approches pédagogiques différentes. L'idée, c'est de créer un mouvement en s'appuyant sur ceux qui sont les plus novateurs dans l'ensemble du corps social. C'est rendu plus facile par le fait qu'on a à la fois ce collectif de soutien, et puis des labos de recherche et des écoles qui sont suffisamment petite ou de taille intermédiaire pour que le corps professoral soit avec une relation directe avec nous. Et donc, voilà, c'est des lignes de décision assez courtes et des incitations qui sont rendues plus faciles. J'ai connu des business schools avec 200 ou plus de 200 enseignants-chercheurs. Bon, c'est plus difficile à faire bouger, c'est évident. Alain Asquin, justement, sur ces chercheurs, vous les accompagnez sur ce chemin vers la création de valeur, cette relation avec les entreprises dans le cadre du plan Esprit d'entreprendre. Quelles sont pour vous les conditions justement nécessaires au sens de la création de valeur, au succès finalement de la recherche en entreprise? Est-ce que ça passe forcément par la création d'entreprises telle que l'évoquait Moustapha Derras dans son retour d'expérience, ou par de l'hybridation comme l'évoquait dans la précédente table ronde Mathieu Fouquet sur l'exemple de WinePoint avec Lisa Gastaldi? Comment est-ce que vous accompagnez ces chercheurs de façon à ce qu'ils aillent créer de la valeur aussi avec les entreprises? D'abord, il ne faut pas que travailler sur les jeunes chercheurs, il faut travailler sur les entreprises. D'abord, et on s'était promis, je crois, dans la réflexion sur le bouquin, de pouvoir un peu, reconsidérer les propositions qui étaient faites. Et quand vous parlez de R&D et I, on parle de R&D et I, quand dans le livre vous mettez le TRL traditionnel, recherche, développement, innovation, c'est une approche très produit en fait. Et l'innovation du produit qui va au marché. Mais si vous regardez l'approche en termes d'organisation, le I, il n'est pas à cette place-là. Le I, il est au milieu, en fait. Et ça, ce n'est pas moi qui vous le propose, c'est l'équipe d'Armand Actuel et de ses collègues de l'école, évidemment, des mines de Paris, qui vous disent que finalement, l'innovation, c'est un processus à part entière, qui est un processus très spécifique et qui, entre le travail de recherche qu'il faut respecter, il ne faut pas faire comme s'il fallait faire l'injonction aux chercheurs
des pseudo-entrepreneurs. Et il y a beaucoup de laboratoires que je connais, de chercheurs qui sont très entreprenants, et ils sont admirablement entreprenants, et ils sont chercheurs. Et d'abord, ce qui les caractérise, c'est évidemment d'avoir une recherche totalement libre, hein, et ça c'est important. Et vous avez évidemment des gens qui sont des gens extrêmement habiles dans le développement et dans la solution, capables de travailler sur les spécifications pour trouver des solutions techniques pour l'aboutissement pertinent par rapport au marché. Et au milieu, vous avez une organisation qui souvent est à réinventer ou à inventer, qui est composée d'acteurs qui en fait sont un peu un mélange, une émulsion parce qu'ils ne vont jamais se confondre. Mais vous allez avoir des chercheurs, et donc des jeunes chercheurs, j'arrive à votre question. Vous allez avoir des gens du marketing, des gens du produit, des gens qui, de manière de temps partagé ou parfois lorsque le projet le nécessite à temps plein, travailler sur un travail de conception. Et dans cette conception, c'est là où se fabrique la recherche qui va peut-être aboutir à des nouvelles propositions. C'est un travail de conception pour aller chercher des nouveaux designs, en fait. Sinon, on ne fait que de s'agiter dans un bocal que les stratégistes appellent l'océan rouge, et on fait de l'amélioration pour avoir des petites tactiques de différenciation par rapport aux concurrents. Et on dose son innovation. L'innovation dont on parle, en tout cas celle dont on parle, c'est celle qui va aller vers des ruptures. Donc, il faut être capable de laisser cette organisation libre de pouvoir interpeller et donc avoir une démarche intrapreneuriale. Et il faut donc que, certes, on l'a dit tout à l'heure, un dirigeant valide l'intérêt de créer une organisation qui va aller bousculer le système, mais il faut qu'il accepte aussi de ne pas totalement le maîtriser. Et donc, ce qui est plus difficile pour les PME, ma culture est PMiste, hein, moi j'adore les patrons de PME, je passe ma vie avec eux, et les patrons de start-up, mais c'est plus fort que lui parce que c'est son entreprise et qu'il l'a créée from scratch et que c'est aussi son patrimoine, il va vite mettre la main dans le pot de miel en fait, parce qu'il y a des choses qui peuvent l'inquiéter. Avoir la capacité, comme je l'ai entendu tout à l'heure, de laisser faire une équipe qui va développer des produits et peut-être bousculer l'entreprise, faire accepter des pertes en plusieurs mois ou années, c'est pas donné à tout le monde. Et donc notre rôle, là j'y viens dans l'enseignement supérieur, est de permettre à des jeunes chercheurs à qui on va proposer une culture entrepreneuriale. Mais alors on ne va pas les inventer comme entrepreneurs, on leur fait s'essayer à la créativité par rapport à leur expérience de thèse pour voir ce que ça pourrait donner, en fait, cette thèse dans la proposition de valeur pour des choses qui leur sont chères. Et souvent, on va voir des jeunes qui vont travailler par proximité, des choses qui les ont interpellés en tant que personne. Et donc, en quoi ma thèse pourrait permettre de régler cette difficulté particulière? Et en fait, on les amène à se libérer des contraintes de dire « Ah, est-ce que je suis capable? Ou est-ce que j'aurai les moyens? Ou est-ce que j'aurai le réseau ?» Non, vas-y, lâche-toi. Dis-nous ce que tu pourrais faire et on cherchera les conditions de faisabilité. Et cette expérience, qui est une expérience libre et un peu, je dirais, en chambre, sans mettre tout de suite l'espèce de plomb ou de dire bon, attention, les levées de fonds, attention, on pense à start-up, attention, forcément, aller casser la baraque dans tel ou tel marché. Il faut un peu décontracter un peu les jeunes chercheurs par rapport à ça pour être vraiment dans ce qu'ils savent faire. Ils savent conduire des projets, ils savent imaginer, créer, et les amener à expérimenter ces compétences progressivement. Et on a pu développer un référentiel de compétences tiré d'un référentiel européen où on va pouvoir montrer ce en quoi, et notamment on parlait tout à l'heure de soft skills, ils vont pouvoir développer des compétences comportementales d'ouverture qui vont leur permettre de mettre leur savoir méthodologique et technique au service d'un projet collectif. Et c'est ce type de formation de jeunes chercheurs. Alors certains vont créer des entreprises, et on en est ravis, mais d'autres n'ont pas forcément l'envie de créer une entreprise, n'ont pas l'inclinaison, n'ont pas forcément l'idée particulière. Et ce potentiel-là, il faut absolument qu'il s'emploi dans des espaces nourrissants qui sont ces organisations d'innovation, ce que les équipes de l'Armand Actuel et ces équipes ont travaillé, qui est très intrapreneurial. Et en fait, il faut bien sûr, nous, on prépare les jeunes à cette posture entrepreneuriale. Mais s'ils atterrissent dans des structures qui sont finalement, qui vont les étioler, que très très vite, ils vont être managés, comme ça a été dit par Lise tout à l'heure, de manière un peu cadrée, et on va pas pouvoir exprimer ce potentiel. Donc il faut absolument travailler sur les deux côtés. Et c'est un peu comme l'image du yin et du yang. Le blanc est le blanc, mais il a un point noir. Le noir est noir, mais il a un point blanc. Il faut absolument que chacun soit dans sa partie, mais reconnaisse l'autre. Et donc que dans les organisations d'entreprise, on ait des espaces d'innovation qui intègrent cette diversité de population, qui doit être entrepreneurial. Et donc, il faut que dans nos établissements, nous préparions ces jeunes chercheurs. Et un exemple qu'on peut donner à l'initiative de Madame la Ministre, c'était Startez, qui est un programme qui fédère les innombrables initiatives qu'il y a dans le territoire auprès des jeunes chercheurs. On leur dit, mais il y a eu ma thèse en 120 secondes, en 180 secondes, c'est expliquez-nous ce que vous avez fait de votre thèse de manière très pédagogique et enthousiasmante. Maintenant, dites-nous ce que votre thèse pourrait produire comme utilité, comme service, comme réponse à des problématiques de votre monde, en fait. Et donc, ils s'essayent sans aucune pression.
créativité. Et là, ils prennent goût, ils se révèlent capables de cette proposition de valeur. Et s'il y a proposition de valeur, il y aura chemin. Et c'est important parce que là, on va arriver à cette finale le 12 novembre, la finale nationale de tous ces jeunes. Il y a vraiment tout un mouvement parce que les jeunes chercheurs sont comme les autres jeunes en général. Ils ont envie d'agir ils ont envie de s'impliquer, de transformer. Là, ils le font de manière plus armée que les autres avec les compétences de leur recherche. Donc, notre responsabilité aujourd'hui, on est vraiment très engagés, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes chercheurs aux aptitudes entrepreneuriales pour rentrer dans ces organisations, mais il faut qu'on les accueille convenablement dans des espaces épanouissants pour eux. Merci, merci Alain-José, je vous voyais acquiescer sur certains éléments. Justement, vous, est-ce que vous animez des actions spécifiques auprès de vos chercheurs pour attirer aussi ces derniers, s'assurer, justement, vous parliez d'adéquation avec les besoins des entreprises, justement, pour aller développer des produits, des services valorisables, en tout cas avec une applicabilité. Comment est-ce que ça se matérialise? Est-ce qu'il y a des KPI, des choses que vous suivez en particulier? Alors, c'est un témoignage, hein, j'ai été un peu à la pêche aux infos, puis ça fait quand même quelques années que je les observe. Quand on est en train de travailler en recherche opérationnelle, recherche appliquée avec des entreprises, avec ou sans des partenaires publics, hein, peu importe, il y a au moins 3 choses qui me semblent difficiles en réalité d'opérationnaliser. La première, c'est quels sont les objectifs. Alors tout le monde dit... au début, tout le monde est d'accord, mais en réalité, si on ne creuse pas quels sont les objectifs, et les objectifs, c'est la formulation des objectifs, qu'est-ce que l'impact pour les uns, enfin bon, et ça, c'est pas si simple. Et le diable est dans les détails. Le deuxième sujet, c'est assez rapidement la mesure. Il y a une obsession de la mesure, alors souvent financière dans les boîtes, mais pas que. C'est plus flou, c'est plus complexe dans des univers qui sont plus proches de la recherche. La mesure, ça doit être une obsession. Et quand je dis la mesure, c'est je fais un POC, je fais de la scalabilité derrière quand ça fonctionne. Un truc qui est très compliqué, c'est les retours d'expérience formalisés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend collectivement des trucs qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et là aussi, alors je pense qu'il y a aussi une dimension culturelle. On a des tas de talents en France. Il y a des choses qu'on a un peu plus de mal à se confronter avec. Confrontation, étymologiquement, c'est faire avec l'autre. Mais je pense qu'on a un peu de mal à faire ça. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On évoquait la question de la diffusion une fois qu'on a un modèle. Alors, on travaille beaucoup avec, je pense à des expériences qu'on a, parce qu'on a des jeunes qui travaillent beaucoup avec des enseignants-chercheurs avec le secteur automobile, parce qu'on est beaucoup sur les véhicules autonomes et choses comme ça. Il y a des trucs qui fonctionnent bien, des choses qui peuvent aller jusqu'au brevet, des choses qui ne fonctionnent pas bien. La confrontation sans rentrer dans le jugement, c'est de ta faute, tel truc, etc. Ça, c'est compliqué. Et surtout que les temporalités ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a des impératifs de publication, hein, c'est pas souvent. C'est les jeunes qu'on enrôle, même les doctorants ou les postdocs, ils ont leur propre temporalité, et l'articulation de ces temporalités elle est très complexe, et l'entreprise, elle a une finalité qui est forcément assez court terme, parce qu'elle est pressurisée par une concurrence, et ce qui est en train de se passer ne fait qu'accentuer la nécessité d'essayer de dégager des premiers résultats assez vite. Et c'est souvent assez contraire à ce qu'une partie des parties prenantes aiment faire. Et troisième et dernier sujet, c'est celui de la gouvernance, parce qu'on parlait d'agilité, de réactivité. Bon, ça, c'est des mots, mais dans la réalité, où est-ce qu'on met des ressources? Où est-ce qu'on arrête des projets? Quand est-ce qu'on... Tout ça, c'est des interactions humaines qui sont assez complexes. Et je souligne l'importance des... Il y avait un très bel article il y a quelques années dans la précédente table ronde, on parlait de Norbert Alter, il avait fait un très très bel article sur la lassitude de l'acteur d'innovation. Si on ne protège pas les hybrides, et personne n'aime protéger les hybrides, parce qu'ils ne sont pas au standard. Donc, alors que ce soit du côté des enseignants-chercheurs, que ce soit des entreprises, etc., l'hybride, c'est ce qui est le plus précieux dans des projets. Et ça, on ne les respecte pas suffisamment, donc, parce qu'ils nous gênent. Donc, sauf que tous ces projets, c'est de la transversalité et dans des cultures extrêmement différentes. Donc, construire des écosystèmes qui fonctionnent, alors on peut mettre en place ce que je disais, c'est-à-dire du process et tout ça, mais s'il n'y a pas des porteurs de cette hybridation, ça ne marche pas. En tout cas, ça marche beaucoup moins bien. Et ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on a envie d'identifier dans nos environnements de projets
cette protection nécessaire de nos hybrides. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est... et c'est souvent des qualités qui ne sont pas celles standards. Donc, c'est souvent des profils assez différents. On parle beaucoup de soft skills appliqués à de la gestion de projet. Ça prend des formes assez différentes. Et ce n'est pas toujours des gens qui se sont révélés dans des univers standards, que ce soit la recherche traditionnelle ou l'entreprise. Donc, on a besoin de cette glue et de ces gens un peu différents pour faire fonctionner ces projets, me semble-t-il. Merci José. Antoine Petit, peut-être au sein du CNRS, effectivement, on parlait de cette propriété intellectuelle et puis de ces partenariats industriels qui peuvent avoir aussi un impact dans l'orientation donnée aux chercheurs. Hein. Vous parliez de la citation d'Hervé Vezin tout à l'heure. Vous accompagnez une filiale à CRS Innovation avec une centaine de startups. Comment est-ce que justement, à la fois sur l'accompagnement de ces startups et sur cette dimension de propriété intellectuelle qu'évoquait à l'instant José Milano, comment est-ce que ça s'incarne justement dans ces startups et pour justement toujours dans cette optique d'aller créer de la valeur et de la valeur économique? C'est deux sujets vraiment différents. Sur la propriété intellectuelle, il faut couper court au fantasme qui dirait qu'un organisme de recherche publique va vivre des revenus de ses propriétés intellectuelles. Il n'y a pas un pays au monde où ça existe. Si je regarde le CNRS, ça fait 85 ans qu'on existe. Le succès numéro 1 du CNRS, c'est le taxotaire, qui est un truc qui a rapporté les bonnes années 50 millions d'euros par an au CNRS. On va dire 50 millions d'euros, c'est pas mal quand même. Ouais, sauf que le budget du CNRS, c'est 4 milliards. Donc 50 millions, oui, c'est la pistache sur la confiture au-dessus du beurre et de la tartine. Donc oui, c'est bien d'avoir la pistache, mais c'est pas ça qui change. Et il faut arrêter ce fantasme-là. Et nous, ce qu'on considère, c'est que si une entreprise se développe grâce à des technologies qui viennent du CNRS, si un nouveau produit voit le jour, ces entreprises vont payer des impôts, elle va embaucher des gens qui eux-mêmes vont payer des impôts, elle va payer des taxes, et tout ça, ça reviendra à l'actionnaire numéro 1 du CNRS, qui est l'État, en espérant que l'État s'en souvienne, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça, c'est un autre sujet. Et je pense qu'il faut se méfier d'avoir une vue trop court-termiste, et si cela, d'autant plus que, à part dans quelques secteurs comme les médicaments, où grosso modo, vous avez un brevet, une molécule, et vous savez d'où vient la valeur. Je parlais tout à l'heure des relations qu'on avait avec Thales. Les instruments de Thales, c'est des centaines, voire des milliers de brevets. Donc le fait de dire c'est ce brevet-là qui, ça ne marche pas. Et donc voilà, donc on est dans cette logique-là. Et on est aussi dans une logique où la plupart des inventions qu'on peut avoir, elles peuvent servir dans plusieurs verticales. Et typiquement, si je reprends l'exemple que j'évoquais tout à l'heure avec Dassault Aviation, l'accord qu'on a fait, c'est que si ça marche, qu'on va faire, et ça va marcher bien sûr, si ça marche, dans le domaine de l'aviation, ils ont l'exclusivité. Et puis si demain, il y a un constructeur automobile qui vient nous voir ou quelqu'un qui fait des bâtiments qui vient nous voir pour utiliser les choses, alors on a la possibilité de négocier. Ça, c'est un point qui est vraiment important. La question des startups, elle est très différente de nos points de vue. D'abord, on crée toujours avec nos partenaires universitaires, une centaine de startups par an, qui sont des startups qui sont par nature deep tech, parce qu'elles sont basées sur des recherches au meilleur niveau international, et meilleure est la recherche, plus grandes sont les chances de succès des startups. Et juste pour vous donner un petit classement, les classements, il faut s'en méfier, mais de notre côté, quand on est bien classé, on est toujours content. L'an dernier, en 2023, Challenge avait classé les 100 startups dans lesquelles il fallait investir, et il y en avait 19 qui venaient de chez nous. On s'est dit, ça met la barre haut, mais en 2024, on en a 26. D'accord ? Ce qui prouve, et c'est les startups qui sont donc issues de laboratoires académiques communs au CNRS et à des universités. Et on a tout un programme d'accompagnement, parce que comme ça a été dit, le chercheur, sauf exception, il n'est pas envie nécessairement des start-upers. Il y en a quelques-uns, mais il y en a qui préfèrent rester conseillers scientifiques pour pouvoir continuer à avoir une activité de recherche, et il faut les accompagner. Et c'est parfois difficile parce que quand le chercheur ou la chercheuse, c'est son bébé, le truc. Et donc dire aux parents, finalement, c'est très bien, mais c'est pas toi qui vas élever l'enfant, excusez-moi de ces métaphores qu'on leur limite, mais c'est pour être compris, c'est pas toujours simple.
jusqu'au moment où il comprend qu'être parent, c'est quand même pas mal d'emmerde aussi, et que c'est plus facile de rester chercheur et de laisser un CEO faire ça. Et donc, ça fait partie du job d'essayer de trouver des appariements, ça rejoint ce qui a été dit, d'être capable finalement de dire à un chercheur, OK, tu as une super idée, tu vas rester conseiller scientifique, mais c'est pas toi qui va devenir le CEO. Et on a tout un programme via la filiale CNRS Innovation que vous évoquiez, un programme qui s'appelle RISE pour aider les gens en amont qui souhaitent, enfin, qui se disent pourquoi pas l'aventure entrepreneuriale, de les accompagner. Et puis, on a des systèmes ensuite d'accompagnement une fois que la startup a été créée, parce que comme nos entreprises sont deep tech, on a un taux de survie qui est assez exceptionnel puisqu'on est à 70% au bout de 10 ans. Ce qui est assez remarquable pour les startups, qui n'est pas la norme, mais encore une fois, c'est lié au fait que ce soit deep tech. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un vivier de 1400 startups qui existent encore. Et la plupart des gens qui dirigent ces startups, ils ont gardé un petit lien avec le CNRS. Donc, quand on leur demande de venir faire une action de mentorat vis-à-vis des jeunes, ils sont ravis de le faire. Et donc, c'est tout ça qu'on essaye de faire, c'est de créer un écosystème. C'est un nom donc bateau, mais un écosystème dans lequel il y a à la fois des mentors, il y a à la fois des fonds d'investissement, parce que si c'est une start-up qui vient d'un laboratoire académique qui a plutôt un a priori favorable, on se dit c'est solide, c'est tout ça qu'il faut essayer de faire. Et avec quelque chose que vous savez tous, mais dont il faut tenir compte, c'est la variété des startups qu'on crée. C'est-à-dire que nous, au CNRS, on couvre tous les champs disciplinaires et donc on crée les startups dans tous les domaines. Et c'est clair que créer une startup dans le domaine du numérique ou créer une startup dans le domaine du médicament, ce n'est pas les mêmes constantes de temps, ce n'est pas les mêmes investissements. Donc, il faut être capable aussi d'adapter ça et de ne pas penser que one fits all. C'est vraiment du sur-mesure qu'il faut être capable de faire sur chaque aventure. Et ces startups, est-ce qu'elles ont pour certaines d'entre elles, en tout cas des liens avec des industriels aussi, qui justement pour accélérer aussi le fameux scale dont parlait José tout à l'heure? Absolument, ça on a. Alors c'est pas le plus simple, mais on arrive effectivement à créer des espèces de consortiums avec un grand groupe, des startups où parfois les fonds des grands groupes ont investi dans ces startups. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Et je finis quand même par un truc qui marche toujours. C'est une des startups issues du CNRS, c'est rentrée au CAC 40 il n'y a pas très longtemps. Celle-là, elle marche toujours bien, celle-là. La dernière entreprise qui est rentrée au CAC 40, Eurofins Scientifique. Et Eurofins Scientifique est issu d'un laboratoire commun au CNRS et à l'Université de Nantes. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a créé Eurofins Scientifique en 85 ou 86 est toujours le patron d'Eurofins Scientifique, ce qui n'est pas si courant. Donc pour le coup, ça peut arriver que des gens fassent tout le parcours, mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Merci. Alors, vous parliez d'écosystème. Si on parle écosystème et si on parle échelle, est-ce que pour chacun d'entre vous, sur ces relations tripartites, justement, organismes de recherche, entreprises, et évidemment les chercheurs qui sont impliqués, à quel échelon? Parce qu'on sait vous parliez tout à l'heure de la dimension territoriale. Dans quelle dimension on joue aujourd'hui? En termes de, est-ce que c'est régional, est-ce que c'est national, est-ce que c'est au-delà? Comment est-ce que vous voyez les choses justement pour accélérer ce passage à l'échelle? Alors ça, c'est un point dans lequel on est parfois en conflit avec les régions, pour tout vous dire, parce qu'une start-up, aujourd'hui, sauf exception, il faut qu'elle pense, la France, c'est trop petit. Donc, il faut penser Europe, voire le plus souvent international. Et donc, si vous avez la meilleure start-up du quantique de Basse-Normandie, c'est formidable, mais tout le monde s'en fout. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est une start-up qui a une possibilité de percer au niveau européen, voire international? Et je pense que là, il y a un petit danger, c'est que chaque territoire, la région, le département, la ville et parfois l'agglomération de communes se dit, je vais aider la start-up qui est dans mon environnement, mais c'est comme la recherche fondamentale, ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes bon au niveau international et pas est-ce que vous êtes le meilleur local, sauf si votre ambition, c'est de gagner le championnat de 12e division, mais ce n'est pas avec ça que vous ferez fortune, ce n'est pas avec ça que vous serez connu. Donc je pense que là, il y a un vrai sujet. Je pense qu'il faut penser à minimum Europe, parce que sinon, on est trop petit. Ce qui ne veut pas dire que les collectivités territoriales ne peuvent pas accompagner, mais je pense que dans le choix qui est fait de où on investit, il faut vraiment avoir une vision qui dépasse les frontières du territoire. C'est un discours qui est
pas toujours bien entendu par certaines collectivités. Je tiens à le préciser. Ouais, d'un mot, nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est spécialisé dans les financements européens. Là, on est finaliste avec des partenaires publics sur le recyclage des éoliennes par le numérique. Bon, par exemple, c'est un truc passionnant. Ça, si vous attaquez pas effectivement l'échelon européen tout de suite, voilà. Et puis c'est là où il y a des financements. Enfin bref, mais c'est un savoir-faire qu'on a parce que c'est le fruit du hasard. Mais on ne l'aurait pas sur étagère. Je ne sais pas comment on se serait débrouillé. Donc on gagne plusieurs appels d'offres chaque année grâce à ce savoir-faire-là. Il est insuffisamment mutualisé et connu. Nous, on le met à disposition de partenaires parce qu'on leur parle, mais c'est vrai que voilà, il y a à quel niveau ça se joue et puis comment on joue dans la division. Donc, jouer dans la division européenne, c'est quand même très compliqué, surtout pour des structures de taille très modeste comme la nôtre, in fine. Oui, alors je vais peut-être changer l'angle de votre question sans parler des marchés ciblés. Plutôt de vous dire dans l'émergence, parce que moi je reviens sur la question des PME en fait, moi les startups. Et je crois que dans l'innovation, il y a, en tout cas en tant qu'économiste de formation, je sais que l'innovation ne doit composer avec des marchés, avec des contrats incomplets, pardon. Des contrats incomplets, ça veut dire on se met d'accord sur les grandes lignes, mais on ne pourra pas tout prévoir si on innove en fait. Faisons-nous confiance et garantissons les intérêts de chacun, mais après lâchons la bride et développons. Donc ce qui veut dire quand même que les gens se connaissent dans un territoire, il y a des régulateurs, il y a des modérateurs qui font que les choses peuvent émerger. Et donc, si les ambitions peuvent être internationales, souvent, l'ancrage, il est hyper territorial. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut qu'absolument notre pays soit hyper vascularisé en pôles différents de compétences, en pôles universitaires d'innovation, Madame la Ministre, parce que c'est important qu'on crée des intelligences collectives dans ces territoires pour faire émerger des champions territoriaux qui ont une confiance, parce qu'il y a d'autres acteurs, parce qu'on se regarde tous, on se connaît tous, donc on ne peut pas être opportuniste. En tout cas, si on l'est, ça coûte cher en termes de théorie des jeux, en termes de sanctions par le système. Donc finalement, oui, on sort de quelque part, en fait. Et donc souvent, les entreprises naissent d'un terroir, d'un creuset. C'est ça absolument qu'on doit travailler, dans la relation de confiance, la collaboration. Les laboratoires communs sont magnifiques outils. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se font grâce au fait que maintenant, évidemment, les entreprises et les chercheurs se connaissent mieux par ces dispositifs dans lesquels ils ont été impliqués. Juste un exemple, pourquoi les PME en fait, sont assez intéressantes pour notamment accueillir de la recherche, c'est souvent, par nature, par définition, elles sont petites. En fait, souvent, elles sont plus petites que leurs ambitions lorsqu'elles sont entrepreneuriales. Elles ont les yeux plus gros que le ventre. Et donc, elles sont obligées de s'ouvrir. Elles sont obligées de travailler avec les autres. Par nécessité, elles sont collaboratives. Et donc, si vous avez des grands groupes, peut-être qu'eux, ils ont des équipes à outiller. Et moi, j'ai des histoires de groupes dans lesquels les chercheurs ne sont pas très bien accueillis parce qu'ils vont faire parfois mieux que les chercheurs internes de la boîte. Et donc, ça fait de la concurrence interne. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Mais dans la PME, on a nécessairement besoin de ces compétences-là. Et donc, la cible PME, ETI, elle est véritablement... Puis en plus, on a tellement négligé nos ETI pendant tellement d'années qu'il faut absolument qu'on travaille sur cet axe-là. Il est fondamental. Et dans les ETI, l'avantage, c'est qu'elles sont territorialisées. C'est souvent des capitaux qui sont maîtrisés. Et ils sont donc patients. On l'a vu tout à l'heure, des gens qui sont capables d'attendre du temps. C'est nécessaire pour que la recherche prenne corps et que ces collaborations territoriales aient lieu. Et ensuite, bien sûr, il n'y a pas de limite à leur extension. Mais moi, l'échelle que je regarde, c'est vraiment cette échelle de l'émergence, de la construction. Et même chose, les jeunes chercheurs, ils sont aussi ancrés. Ils veulent faire leur vie probablement parce qu'ils sont, comme jeunes chercheurs, déjà à la trentaine passée. Ils habitent là, ils vivent là. De fait, de faire aussi leur vie avec ces entreprises. Tout ça est un ensemble cohérent qu'il faut regarder. Il faut vraiment repenser la territorialisation. C'est un travail qu'on mène dans l'entrepreneuriat avec cette dimension d'intrapreneuriat qui est extrêmement forte. Juste d'un mot là-dessus, parce que je suis très sensible au côté territorial. Est-ce qu'on a l'offre de formation qui correspond aux investissements publics sur nos territoires? Moi, je suis assez frappé par France 2030 et l'énorme effort collectif qui est fait d'investissement. Est-ce qu'on a aujourd'hui, au niveau public ou privé, peu importe, en l'occurrence, les outils de fabrication de la compétence qui, sur les territoires, vont répondre à ce fantastique défi? Moi, je suis très frappé par, vous parliez de l'évolution des collectivités territoriales, elles ont bien compris que
je parle du point de vue de la formation, hein, pas de la recherche, mais si elle voulait attirer des entreprises, si elle voulait attirer des talents, il faut donner de l'enseignement supérieur aux enfants. Ça fait partie de l'écosystème. C'est un changement qui est assez récent, en fait. Hein. C'est-à-dire, alors, on tombe parfois dans la caricature. Je ne donnerai pas de nom parce que un certain nombre d'entre nous sommes originaires de ces régions. Mais ceci étant, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une approche très territorialisée. De la fabrication des compétences. Quand je vois, je prends un exemple parce qu'on travaille avec eux et c'est vraiment très stimulant, EDF et les futurs centres nucléaires d'EDF en France, quand vous avez des milliers d'emplois vacants dans le Cotentin, quand vous êtes à Panly et que vous avez un immense projet, quand vous savez que les centres nucléaires vont être à Lyon ou ailleurs, et puis vous regardez les écoles qu'il y a sur place, encore une fois, publiques ou privées, hein. Et quand elles ne sont pas là, quelle est la capacité que l'on a à fabriquer de la compétence rapidement ? Pardon, Madame la Ministre, je pense qu'on n'a pas mesuré, de mon point de vue, l'ampleur de ce qui se joue depuis 40 ans sur le défaut d'ingénieurs en France. On a un système dont on est très fier, il a ses vertus, il n'a pas pour vertu d'aller à l'échelle. On a dû passer de 35 à 39 000 ingénieurs par an. Moi, j'ai travaillé à un moment donné en Chine. C'est très impressionnant. Et pas parce qu'ils sont aussi beaucoup plus nombreux. C'est qu'ils ont l'obsession du nombre et de la qualité. Et on peut faire les deux. On n'est pas fabriqué comme ça. Alors, quand en plus vous le divisez sur le territoire, ça n'aide pas. Moi, je pense qu'on doit ouvrir beaucoup plus d'écoles d'ingénieurs, aller beaucoup plus vite et avec des enseignants-chercheurs, enfin au standard. Hein. Le système d'évaluation tous les 5 ou 6 ans par vague, c'est formidable. C'est-à-dire que vous attendez, si vous avez passé votre tour une année, 5 ou 6, c'est très long, c'est très difficile dans les faits. S'il vous plaît, voilà. Mais donc. Dans les faits, c'est très difficile d'obtenir des autorisations. Les territoires en ont besoin, le pays en a besoin. Je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi d'aller vers des systèmes d'accès différents. Je parlais d'ajustement de l'offre. On doit avoir des talents au niveau des lycées. Le bac Blanquer a été une formidable pour nous, un progrès dans le sens de la reconnaissance d'une diversité de compétences. Est-ce qu'un gamin qui fait maths physique au bac, c'est bien sûr qu'il peut faire un très bon ingénieur? Est-ce qu'un numérique physique au bac, il peut faire un très bon ingénieur? Sans doute, si on lui donne la capacité de rattraper ce qu'il n'a pas appris en maths, et l'inverse est valable en physique, etc. etc. Est-ce qu'on adapte notre outil de production pour avoir ce dont on a besoin aujourd'hui? Et ce qui est clair, c'est qu'on a besoin, d'ingénieurs, et des écosystèmes complexes de compétences, c'est-à-dire aussi beaucoup de Bac plus 3, ça aussi, c'est quand on interroge EDF, ils nous disent « faites-nous des bachelors data ». Et on s'en occupera plus tard. Faites-nous des bachelors data. Et là aussi, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que le système de financement aujourd'hui de l'apprentissage ou pas a ses limites, hein, et il faut y travailler. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on soit obsédé par la fabrication de compétences au plus près des territoires et qui colle aux investissements publics de l'État. On a fait de l'économie. Capital travail, c'est quand même essentiel. Donc, ayons le travail qui correspond à nos investissements capital, qu'ils soient publics ou privés. Un grand merci, messieurs. Je vois que le temps file. On va peut-être prendre une ou deux questions de la salle. Je vois qu'il y a Thomas. Merci. J'ai beaucoup aimé vos interventions sur le recrutement, d'abord des jeunes ingénieurs, effectivement, sur la territorialisation. Mon seul commentaire, effectivement, vous avez un vivier de jeunes talents, mais il ne faut pas oublier non plus, entre guillemets, les seniors. Alors, on a parlé beaucoup de recherche fondamentale. Moi, je vais vous parler de l'INSERM, de la recherche médicale, puisque je suis moi-même médecin. Très souvent, en ce moment, ce qui se passe, vous avez beaucoup de médecins qui partent à la retraite, mais pas pour autant que la carrière s'arrête. Ils sont start-upers et ils font de la recherche, beaucoup de recherche. Et le partenariat dans le domaine de la santé, puisque vous voyez que le secteur de l'industrie des dispositifs médicaux est en plein essor, la plupart du temps, se fait avec ce talent. Donc, il y a un vivier aussi parmi les seniors. Effectivement, on peut faire des bachelors data, mais il ne faut pas oublier aussi l'autre partie. Mais une seule chose qui manque, je pense, aujourd'hui, c'est la formation continue. Parce qu'effectivement, ça va très vite, même trop vite des fois. À peine on maîtrise le LLM ou le Deep Tech et tout ce que vous voulez, que 3 mois après, vous avez autre chose. Si la formation n'existe pas partout, mais je dis bien partout,
est constante, effectivement, on peut être vite dépassé. Mais je pense que la clé, le vivier, vous l'avez, le partenariat commence à s'ouvrir de plus en plus, mais je pense qu'effectivement, il faut voir horizontal, aussi bien les jeunes qu'au-delà de 60 ans. Voilà. Un commentaire. On ne peut que souscrire, madame, à ce que vous évoquez. Évidemment, il y a des plans là, qui ont été décidés avec France 2030 sur la formation de populations nombreuses sur les questions du digital notamment et de l'intelligence artificielle. Mais juste un exemple, puisque vous êtes dans la santé, le programme Paris Santé Campus qui a pour objectif de faire ce qu'on dit, relayer les laboratoires avec les étudiants, les chercheurs, les entreprises, les start-up et les grands groupes. Et en particulier dans l'émission de Paris Santé Campus, il y a cette formation des soignants aussi au défi du numérique. Donc, c'est la formation professionnelle continue, là où la FTLV, si on prend les étudiants au départ. Donc, vraiment l'idée de ne pas négliger toutes les ressources et les compétences qui sont capables d'aider à cette transformation majeure. Donc, il y a des initiatives majeures comme Paris Santé Campus qui se font dans ce domaine. Donc, voilà. En tout cas, il y a peut-être pas assez nombreuses, mais il y a des initiatives importantes qui sont prises dans ces domaines. Juste un point, parce que je sais qu'on est une époque où il faut faire du politiquement correct. Donc, bien sûr, vous avez raison, madame. Mais si j'ai le choix entre recruter un chercheur de 35 ans ou un chercheur de 65, j'hésiterai pas une seconde. Peut-être une dernière question. Oui, bonjour, c'est peut-être une question à tous les trois. Moi, je voulais aborder le lien entre recherche et réindustrialisation, et notamment comment faire en sorte de réindustrialiser la France grâce notamment à des compétences qui seraient plutôt des compétences du monde ouvrier, parce que c'est ce qui nous manque. Depuis 30 ans, on a, les usines ont été plutôt tertiarisées. Et un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les compétences, ce ne sont pas simplement des bac plus que 5, des gens qui vont travailler dans la deep tech, dans l'IA. Et vrai problème, c'est de retrouver la dignité du métier d'ouvrier. Et comment la recherche, alors c'est peut-être une question peut-être complètement stupide, mais comment faire en sorte que la recherche puisse participer de cet effort-là pour ne pas faire de l'ouvrier un employé Amazon de seconde classe, mais vraiment un ouvrier comme on l'avait peut-être dans les années 50, avant la génération de Serge Churruc qui a supprimé les usines de la France. Bon, c'est difficile de faire une réponse courte à une question aussi vaste, mais si on prend l'exemple du nucléaire, par exemple, évidemment, c'est toute la filière qu'il faut reconstruire. Donc ça va, on parle du chaudronnier jusqu'aux ingénieurs. Et là-dedans, il y a beaucoup de métiers. Il est vrai que le métier de l'ouvrier, de l'outil industriel d'il y a un certain nombre de décennies, aujourd'hui, c'est un métier beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus complexe, avec de la data, on l'a dit. Donc les métiers eux-mêmes ont changé. La difficulté que l'on a quand on observe l'évolution d'appareils de production, c'est qu'il y a effectivement, il n'y a plus tellement d'intermédiaires. C'est-à-dire que même le chaudronnier devient un métier très complexe, avec beaucoup de compétences requises. Et puis, il y a les métiers serviciels du service qui sont insuffisamment valorisés et très maltraités, y compris du point de vue de la valorisation économique. Et l'entre-deux est difficile. Donc, je pense qu'il faut travailler aux deux niveaux, c'est-à-dire la requalification. On le voit dans les métiers du soin, par exemple. Il y a des tentatives, des travaux sur la requalification de ces publics-là. Et en même temps, travailler l'ensemble de la chaîne, mais même, j'allais dire, quand on prend des chaînes industrielles, le premier échelon de la chaîne, il est déjà très complexe. Merci beaucoup. Un très, très grand merci, messieurs, pour cet échange. On arrive au bout. Je vais passer le micro à Renaud, qui a une petite annonce à vous faire. Merci beaucoup, Marianne. Et alors, 2 petites annonces en réalité. La première, un peu de publicité pour nos amis du réseau Carnot. Pour ceux qui ne le savent pas encore,
Les rendez-vous Carnot se tiennent demain en région parisienne, dans le sud de la région parisienne, à Massy. Donc c'est l'occasion pour vous d'y rencontrer, comme aujourd'hui d'ailleurs, les acteurs de la recherche et de sa valorisation, bien entendu. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez Jean-Denis Muller qui est présent ici aujourd'hui, qui est le DG du réseau des Carnot et qui pourra vous renseigner si vous le souhaitez. La deuxième annonce que je souhaitais vous faire, c'était une invitation à monter une nouvelle fois à l'atelier au 3e et 4e étage. Encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, échanger avec nos chercheurs qui présentent une sélection de leurs travaux chez OnePoint avec nos partenaires, et également pour récupérer les ouvrages qui vous ont été introduits, présentés par Muriel dès ce matin, et qui sont donc à votre disposition à l'atelier. Et pour des raisons également logistiques, puisque l'idée de cette demi-heure qui nous attend avant les discours de clôture qui se tiendront au LivePoint, c'est qu'on ait le temps de pouvoir débarrasser la salle pour permettre d'accueillir un maximum de gens. Donc je vous inviterai, en même temps que vous allez vous déplacer à l'atelier, à prendre toutes vos affaires pour ne pas qu'elles soient perdues. Je vous remercie.